voir par exemple la version du roman Les Châteaux par Olivier Desprez, avec son graphisme expérimental qui nous a très bien décrit Jean-Charles, ou par Jaromír Meyerowitz de 2013, c'est une autre adaptation. Je n'ai pas ici les images. Avec des planches qui nous rappellent des romans en images de Franck Maserel aussi, mais avec un graphisme numérique. C'est tout à fait fait sur les supports numériques. Les romans Amérique ou Les Disparus, c'est un autre rubrique qui était adapté. Et c'est le roman de 1927 et adapté premièrement par Daniel Casanave et Robert Caro entre 2006 et 2008. C'est une adaptation à 3 volumes, c'est plus grande que la deuxième. Et la deuxième c'est fait par les Québécois Réal Godbout en 2013. C'est une adaptation plus synthétique, c'est seulement un volume. Ou par Raoul Ponce. Raoul Ponce, c'est un artiste de l'Amérique du Sud aussi, et qui a fait peut-être pas une adaptation, mais aussi un ouvrage, une allusion à la vie et l'œuvre de Kafka. Il s'appelle Brunelda, et il y a des choses pris de la biographie de Kafka et mélangées avec des ouvrages, particulièrement l'Amérique. L'autre roman qui a été plusieurs fois adapté, c'est Les Procès. Il y a au moins deux exemples. C'est Claude et Seka qui ont fait cette adaptation en 2006. Et c'est un peu un style franco-belge, comme on dit, et la ligne claire et tout ça qui contraste un peu avec l'obscurité du récit, non, du procès. Et il y a aussi l'adaptation de Chantal Montelier et David Saint Meyerowitz, qui est le scénariste de plusieurs adaptations de Kafka, comme on va voir. Et c'est l'autre version qu'on trouve de ce roman. Il y a un autre récit qui a été adapté plusieurs fois, c'est dans la colonie pénitentiaire, et le récit de 1919 est amené à la BD par Maël Ralenti et Ricard, parmi d'autres, autour du monde. Et il existe aussi, j'ai perdu l'image du récit de l'adaptation de la colonie pénitentiaire, mais on a ici un ouvrage très intéressant, et c'est comme un graphic guide to Kafka, et c'est comme une biographie graphique fait par Meyerowitz et Robert Crumb, très connu dessinateur et BDiste et underground. Ils ont fait ce type de guide illustré, mais c'est en particulier est très intéressant parce qu'il prend la vie et l'ouvrage aussi de Kafka, il mélange les deux. Et ils nous proposent plusieurs adaptations, micro-adaptations de récits et de romans dans ces biographies. Par exemple, Le Jugement, un des premiers récits de Kafka, et sur sa relation avec son père, qu'il a beaucoup développé dans son œuvre. Et la deuxième, c'est Les Terrières de 1923. Et un autre récit qui est devenu une image grâce à Crumb et Meyerowitz. Et ici, une autre adaptation dans la colonie pénitentiaire par Crumb. Et la chose intéressante dans ces récits, c'est la machine que Kafka imagine, la machine de torture, c'est aussi une machine d'écriture qui écrit sur les corps des humains. Et voilà la version de Crumb, graphique. Et aussi l'autre récit très, très connu de Kafka, c'est
une artiste de la femme, mais mis aussi à la bande dessinée par Crumb. Et Crumb et Meyerowitz revient aussi sur les châteaux, les procès, et bien sûr sur la métamorphose qui est la nouvelle qui nous rejoint aujourd'hui. Bon, ces nouvelles, ces récits longs a été transposé à la bande dessinée par au moins 4 équipes de travail, aux dessinateurs, artistes, etc. Et je vais parler sur peut-être plus des autres, mais il y a beaucoup aussi des éditions illustrées du récit de Kafka. Mais je vais parler de ces 3 ou ces 4, si on prend aussi la micro-adaptation de Crumb. Donc, je vais commencer pour parler de la première, c'est la version de Peter Cooper. C'est un Américain, et il vient de Cleveland, Ohio. Il est né à Cleveland, mais il habite à New York depuis 1977, et il travaille de cette ville, mais il voyage beaucoup. Il fait aussi des carnets de voyage, par exemple, qui sont un mélange de carnets de voyage et bande dessinée. Par exemple, les carnets de Oaxaca, et il a voyagé beaucoup aussi dans l'Amérique du Sud. Et il a fait un récit autobiographique comme carnet dans son ville adoptive, New York, et plusieurs des autres ouvrages très intéressants. Et ici, je vous montre une collection de petites adaptations des récits de Kafka. Ce n'est pas la première fois que Cooper travaille sur Kafka, il y a cet antécédent. Mais la métamorphose, qui est publiée en 2004, mais il est fait à 2003, c'est une adaptation sur laquelle on va parler. Premièrement, je voudrais faire une mention à Winsor McCay, parce que le propre Cooper, dans l'introduction de son œuvre, il parle des rapports entre Kafka et McCay. Et ce n'est pas un rapport direct, c'est une connexion qui fait Cooper, mais il dit que tandis Kafka habitait à Prague et a commencé à développer ses récits oniriques, etc. Et à l'Amérique, au début du XXe siècle, il existait Winsor McCay, qui fait aussi des univers oniriques, mais très différents, un peu plus lumineux, mais aussi oniriques et surréalistes, si on veut. Et comme particulièrement ces séries de planches appelées Dreams of the Rabbit Fiend, où il y a un personnage qui mange des nourritures très lourdes, donc il a des cauchemars causés par la nourriture, et à la fin de toutes les planches, il se réveille et tout a été un rêve, non? Un cauchemar. Il y a des exemples, et Cooper fait une interprétation que je vais vous lire. En 1904, 8 ans avant que Frank Kafka écrivait La Métamorphose à Prague, à travers l'océan, un dessinateur appelé Winsor McCay a créé Dreams of the Rabbit Fiend, une bande dessinée qui a été publiée dans le New York Evening Telegram. Dans chaque fascicule d'une page, un personnage semblait pris au piège dans un monde dont à chaque illustration était plus surréaliste. La jambe d'un homme gonflait et démolir une maison en prétendant amoureuse était transformée en confetti, et je pense que c'est ça, oui c'est ça, et traîné par les vents. Un sac de crocodile d'une dame est devenu un monstre et l'a dévoré. Enfin, dans le dernier cas, le personnage s'est réveillé et à la réalité, jurant de ne jamais dîner les pains grillés avec du fromage qui lui avait causé des cauchemars. Naturellement, Franz Kafka n'a jamais permis à ses personnages de se bénéficier du soulagement de se réveiller de ses rêves inquiétants au monde normal.
Pourtant, les deux artistes avaient beaucoup en commun, y compris le génie pour décrire l'anxieuse intersection où la réalité et les rêves se croisent. Peut-être Kafka n'a jamais été friand de la bande dessinée, mais ces personnages angoissés sont idéaux pour ces médiums. C'est comme une justification de ce besoin d'adapter l'ouvrage de Kafka. La planche horizontale avec les cauchemars. Et voici quelques images de l'adaptation de Cooper, en blanc et noir aussi, mais avec des atmosphères très obscures, des contrastes, des imaginations qu'on va décrire après. Il prend surtout, Cooper travaille sur les objets, l'espace. On va parler beaucoup de la transposition de la conception de l'espace, de la métamorphose à la bande dessinée. Mais Cooper en particulier il travaille sur les objets, non? Et on peut regarder des objets comme l'horloge, le réveil. Je vais revenir sur ça. Et par exemple, dans ces planches, double page, on peut regarder les objets de la chambre de Samsa, de Gréror, qui est invadie par ses parents et sa sœur. Et Cooper fait une chose très intéressante, il met les textes sur les objets, oubliant les conventions graphiques de la bande dessinée. Bon, c'est les doubles pages que Cooper fait pour la mort de Samsa. Je pense que c'est des trois adaptations, c'est la plus intéressante en ce qu'il s'agit de la mort de l'insecte. La deuxième, c'est l'adaptation de Lujan, Silverberg et Menendez. C'est une adaptation faite en Argentine par un journal, le journal très connu de l'Argentine, El Clarín, qui a une maison d'édition. Et il a une collection de nouvelles graphiques, de romans graphiques, pardon. Mais il s'agit surtout des adaptations. Ils ne sont proprement des romans graphiques originels, mais surtout des adaptations, des romans classiques. On peut penser à l'effet de prendre le prestige de la littérature classique pour l'emporter à la bande dessinée, et c'est ça qui fait ces maisons d'édition et El Clarín. Et les artistes ont fait aussi la version du roman de Dostoïevski, la plus connue, et ils sont en trajectoire dans la bande dessinée dans l'Amérique du Sud et aussi aux États-Unis. Il y a un exemple d'un travail ensemble de cette équipe, Silverberg, Menendez et Lujan, avec ces romans de science-fiction, Segundo Círculo. Et des autres ouvrages, surtout Rodrigo Lujan, c'est très connu, il a travaillé aux États-Unis aussi, quelques exemples de son travail. Et ici, c'est l'adaptation du roman de Kafka. On trouve encore les blancs et noirs, les planches très contrastées. Et aussi, il prend les symboles objectuels comme l'horloge, la fenêtre et la nourriture, on va voir. Ici, c'est l'unique adaptation qui montre dans l'image cette scène où le cafard, l'insecte qui est Samsa, essaye de fermer la porte pour éviter que sa famille rentre à la chambre et découvre sa transformation. On va revenir sur les images après. C'est seulement pour montrer une vue panoramique de toute l'adaptation. Et
La troisième, c'est peut-être plus connu en France ou ici à Montréal, parce que c'est une bande dessinée francophone, et c'est la version de Corbeil-Rang et Horn, publiée par Delcourt en 2009. C'est quelques références, mais peut-être vous connaissez mieux que moi cet auteur de la bande dessinée francophone, et Corbeil-Rang et Horn Perriard, seulement en référence. Et je vais souligner cette page parce que c'est comme l'introduction de l'adaptation, et Corbeil-Rang et Horn prennent la description scientifique de Blattari. C'est une option parce que on ne sait pas quel type d'insecte c'est exactement, Samsa, non? Et peut-être un cafard, un blatt ou un escargot. Il y a des hypothèses, les lecteurs et les chercheurs, les critiques ont fait des hypothèses sur l'identité entomologique de Samsa, mais ok. Et ici, chaque dessinateur prend une option. Par exemple, Horn prend les cafards, et Trump prend l'escarbot, et il y a des entomologistes qui ont dit qu'il s'agit d'un escarbot, et les autres ont humanisé l'insecte, et c'est un mélange anthropomorphiste d'insectes et humains, comme on peut voir dans les dernières flashs. Bon. C'est des images, je vais sauter donc parce que j'ai 5 minutes. Je voudrais vous montrer aussi c'est pas une adaptation, c'est aussi une inspiration sur les romans de Kafka. C'est un cas très intéressant et politique parce que c'est un dessinateur iranien qui a des problèmes avec les gouvernements par une bande dessinée qu'il a publiée, donc il a été en prison pour ça, et après il a adapté, il a pris les romans de Kafka comme une métaphore de son propre problème vital, et ici il y a aussi des méta-réflexions sur la page. C'est moi qui ai l'insecte, et il raconte son histoire. Il s'appelle Manane Yestani. Bon, voici une idée très intéressante, et c'est que toute adaptation graphique de la métamorphose commence par oublier l'interdiction de Kafka à représenter visuellement l'insecte, non? Parce qu'il a dit précisément qu'il ne veut pas voir l'insecte, ou que les lecteurs voient l'insecte dans la couverture du livre et tout ça. Il y a aussi cette petite image de Max, un dessinateur espagnol, qui a fait cet hommage à ces interdictions de Kafka. Bon, je vais sauter ça et je vais parler directement des choses que je vais souligner en termes théoriques sur l'adaptation, les adaptations de Kafka. Et la première chose, c'est sur la conception de l'espace qu'un lecteur peut se faire en lisant l'ouvrage de Kafka, et particulièrement un graphiste, un dessinateur, et comment il conçoit l'espace que Kafka décrit, et pas seulement les espaces physiques, mais aussi les espaces subjectifs du roman. Et j'ai mis ici un exemple d'une stratégie narrative que Kafka utilise tout le temps. C'est l'imagination de Samsa, qui se souvient des choses, où il imagine des cours temporels possibles, des contrefactuels, et les graphiquateurs, les dessinateurs prennent différentes options pour représenter ça. Par exemple, Cooper fait comme ça, il utilise la convention de la BD, des imaginations, et on passe d'une page à l'autre avec ces stratégies. Tandis que Corbeil-Rang et Horn utilisent une autre option. C'est, par exemple, on voit ici l'insecte qui pense, qui réfléchit, qui se souvient des choses. Et dans la deuxième vignette, on va à l'espace hors de la maison, parce que le récit de Kafka, c'est
claustrophobique. Tout se passe dans la maison, dans la chambre de Samsa. C'est un espace un peu abstrait aussi. Mais avec l'imagination du personnage, on voyage, on sort de la maison, par exemple ici dans la version de Corbiran et Rome. Et on revient sur cette image et pour la représentation aussi de l'espace, c'est un espace plein de choses. Dans le cas de Cooper, il décrit visuellement très précisément tous les objets et il les décrit aussi avec la parole. Et tandis que dans le cas des auteurs argentins, on trouve ces vues aériennes de la maison, que ce n'est pas, on dit, fidèle, c'est plus pour montrer les espaces protagoniques du récit. C'est la chambre ou l'insecte, les limites, la frontière qu'il y a entre l'espace social et l'espace de l'insecte. Et ces frontières, c'est tout les récits, se déplace sur cette frontière, sur l'interdiction de traspasser la frontière et la possibilité de le faire. Non? Corbiran et Horn, encore une fois, nous sort de la maison et c'est pas très fidèle ou très proche à l'idée claustrophobique de Kafka, mais c'est comme si il se sent la claustrophobie du récit, il a le besoin de sortir à la ville. Il nous montre beaucoup de vues de la ville qui ne sont pas très soulignées dans le récit originel. Et surtout, il prend l'autre frontière, que c'est la fenêtre. Non? Et Horn et Corbiran, tout le temps revient sur la fenêtre, qui c'est notre limite de l'intériorité du récit de l'espace extérieur. Bon, et en ce qui concerne les points de vue et comment les différents auteurs ont développé les points de vue de la nouvelle de Kafka. Bon, la nouvelle de Kafka, c'est écrit en style indirect, et c'est la troisième personne, mais on suit ce que Samsa perçoit et vit et expérimente. Mais chaque dessinateur prend des options différentes pour nous rapprocher à la perspective de Samsa. Par exemple, Crumb a fait ce type d'ocularisation interne de l'insecte. La première vue, les fameuses débuts de la romane, quand Samsa se réveilla, etc. Et seulement la première vue, c'est une vue subjective. Et une chose pareille fait par Lujan. Par Lujan. Il commence trois cases, 3 vignettes. La première, il est aussi une vue subjective, et après, il ouvre la vue et il fait les contre-plans et il montre pour la première fois la face de l'insecte humanisée un peu par ce dessinateur. Et Cooper, il commence au début avec une vue externe et aussi un peu aérienne de l'insecte. Il essaie de nous mettre dans la tête de l'insecte, mais il le montre comme un autre objet dans l'espace. Et la même chose, c'est pareil pour Corbiran et Ron. Et c'est tout le temps la vue aérienne de l'insecte et de sa perspective. Non? Bon. Et voici des exemples de comment on interprète les mots de Kafka pour les transformer en images. Ici, c'est précisément en imagination et contrefactuelle de Kafka et de Samsa. Qu'est-ce qu'il ferait s'il peut parler avec son patron? Et donc, ici, c'est la version graphique de version. Et Cooper versus Corbiran. Et c'est une structure intéressante.
la hyperbole graphique qu'utilisait Cooper pour la la moitié supérieure, et avec les chefs et les patrons GM, et après c'est Samsa qui devient grand imponente et qui crée à son patron. Ici c'est une version plus conventionnelle de la même scène. Il y a un autre exemple aussi de l'imagination de Samsa et sa relation avec l'horloge, les réveils qui sont tout le temps, qui marquent la temporalité aussi de la première partie du récit. Et voici les morceaux de et voici l'interprétation graphique. On a ici la première Cooper et Lujan, Corbeil-Rang. Il y a aussi la version de Crump. Voici la fin de la première partie, c'est le moment où les gens découvrent la transformation, les voient pour la première fois. Okay. Donc, c'est aussi les 4 interprétations de ces moments, ils sont préparés. Et surtout, Cooper et Kafka, et Cooper et Crump, il y a plusieurs ressemblances entre eux. Mais on peut voir une interprétation un peu uniforme dans les 4 cas. Cooper, Crump, Lujan et Corbeil-Rang. Bon. Il y a une scène où l'espace se transforme parce que Samsa découvre ce pouvoir de se déplacer pour tout l'espace comme un insecte. Et il y a une interprétation très intéressante de Cooper de ça, parce qu'il aussi utilise la verticalité et l'horizontalité pour mettre les mots, les titres, les descriptions. Et ici la version de Lujan qui fait un tournage de la tête de l'insecte pour montrer ce déplacement, cette transformation de l'espace. Et la version de Crump peut être aussi conventionnelle. Bon, j'ai un autre exemple pour montrer, mais j'ai pas le temps, donc je vais finir avec une petite conclusion. L'adaptation, et surtout l'adaptation spatiale, parce que je ne parlais pas beaucoup de la transposition de la temporalité du récit, mais de l'espace surtout. Il y a 4 stratégies différentes. Et par exemple, dans le cas de Cooper, on peut rencontrer une appropriation de l'espace à partir des objets. Dans le cas de Lujan, il y a une aperture de l'espace, c'est le seul qui nous montre cette espèce de topologie de la maison de Samsa qui n'était décrite comme ça jamais. Tandis que Crump, c'est une stratégie de compression, parce qu'il y a aussi la restriction que Crump a fait l'adaptation en 8 pages, 10 pages, tandis que les autres ont fait des romans plus loin. Et finalement, Corbeil-Rang et on a fait une espèce d'expansion de l'espace kafkien pour incorporer la ville dans les récits centripètes ou claustrophoniques de Kafka. Bon, merci.